All systems online. Salut à tous, c'est Schneider et on se retrouve pour un récap de la semaine sur Star Citizen. Le lore post de mardi était un script de publicité pour l'Avenger. Pas d'image, juste un script et pas de nouvelles informations, donc pas vraiment d'intérêt. Mercredi, CIG a répondu aux questions des backers concernant le Anvil Ballista. Ce véhicule ne servira pas seulement contre des cibles aériennes, mais pourra en fait aussi toucher des cibles au sol. Pour le moment, l'artilleur du véhicule devra avoir un visuel sur sa cible qui devra avoir une signature électromagnétique suffisamment élevée pour pouvoir être ciblé. Mais plus tard, l'échange et le transfert de données entre joueurs permettront de toucher des cibles en dehors du champ de vision de l'artilleur. Pour ce qui est de se servir de missiles sans avoir de verrouillage sur une cible en particulier, ça n'est pas prévu, mais ils vont y réfléchir. Ils ne prévoient pas de faire de variante de ce véhicule, même pour le Karak, son rover sera tout simplement un rover Ursa de Robert Space Industries et pas un nouveau rover d'Anvil. Pour le moment, la seule solution pour réapprovisionner et réparer un ballista, c'est de le ramener à un outpost, mais plus tard, des vaisseaux comme le Crucible ou le Vulcan pourront le faire sur place. Est-ce que 2000 mètres de portée c'est pas un peu court pour un véhicule anti-aérien ? C'était une erreur de la brochure et en fait il n'y a pas vraiment de plafond précis et tout dépend du niveau d'émission infrarouge et électromagnétique des vaisseaux ciblés. Ils sont parvenus à toucher des chasseurs à 10 km de distance et ça pourrait même aller au-delà avec des vaisseaux beaucoup plus gros. Pour l'instant, le ballista est prévu pour être transporté proprement par l'Idris et le Hercule, c'est-à-dire totalement rentré, immobilisé sur la grille de cargaison avec les portes de la soute fermées. Le 890 Jump pourra le faire aussi, mais c'est un vaisseau civil donc il n'a pas été prévu pour ça. On pourra aussi bouger un ballista avec un rayon tracteur suffisamment puissant, mais ça sera pas aussi efficace que de le transporter proprement dans une soute. La composition de l'armement du ballista devrait rester comme elle est, et on ne devrait pas pouvoir embarquer moins de missiles plus petits par exemple. Pour ce qui est de l'équilibrage des combats entre les vaisseaux et les véhicules, ils développeront leur réponse plus longuement et plus tard, car c'est un gros sujet. Les camouflages désert et arctique du ballista ne pourront malheureusement pas être achetés séparément, et si vous les voulez, il faudra acheter un autre véhicule. Ils n'ont pas prévu que l'artilleur puisse contrôler la Gatling pendant que le véhicule sera en mouvement. Ils souhaitent que les missiles en général soient capables d'intercepter d'autres projectiles plus gros comme par exemple des torpilles ou des bombes. Et enfin, le ballista ne peut pas tirer en mouvement, mais il pourra tirer en étant à l'arrêt à bord d'un vaisseau en mouvement comme dans un Idris ou sur un Kraken par exemple. Toujours mercredi, CIG a mis en ligne un sondage sur son site concernant ses produits dérivés, pour savoir ce qu'on préférerait avoir entre des tasses et des bouteilles, et entre des sacs à dos et des sacs à bandoulière. L'émission Inside Star Citizen de jeudi a commencé par nous présenter quelques images de New Babbage, la zone d'atterrissage de Microtech qui devrait arriver dans la mise à jour 3.8 à la fin de l'année. Donc pour l'instant, la zone d'atterrissage est seulement en phase de white box, ce qui consiste à établir l'architecture et les dimensions de l'environnement, et donc pour le moment, c'est pas très joli, mais on distingue assez bien l'architecture en dôme de la ville, avec un point d'intérêt au centre, des galeries autour et des allées entre les deux. Dans ces dômes, on trouvera des boutiques, des bureaux, des espaces verts, et malheureusement pour le moment, ils n'ont pas précisé si la taille du dôme qu'on a vu sera la norme, car des réactions que j'ai pu lire sur YouTube, les joueurs espéraient des dômes beaucoup plus grands, avec plusieurs bâtiments ou quartiers entiers mis sous cloche, et pas seulement quelques allées autour de quelques boutiques. Ensuite, ils nous ont parlé d'une fonctionnalité de la 3.6 qui est déjà présente en jeu, les pannes de composants. À partir de la mise à jour 3.6, si vous utilisez mal, trop ou pas assez votre générateur d'énergie, vos boucliers, vos propulseurs, et si vous faites constamment tout surchauffer, tous ces composants auront des pannes de plus en plus critiques, de plus en plus souvent. C'est peut-être plus pratique d'établir ce genre de mécanique de jeu dès maintenant, mais comme certains l'ont fait remarquer, il y a déjà assez de bugs comme ça pour ajouter des pannes artificielles. Vendredi, l'émission Star Citizen Live recevait 3 membres de l'équipe en charge des missions, dont Luke Presley. La première question du live portait sur la capacité qu'on aura à pouvoir faire des missions en groupe. La bonne nouvelle, c'est que leurs travaux à ce sujet commencent à porter leurs fruits, et ils commencent à avoir des solutions pour ça. Par contre, ça sera pas disponible du jour au lendemain sur tous les types de missions. Par exemple, au cours d'une course, pour l'instant, ils n'arrivent pas à gérer le fait que plusieurs joueurs aient à passer les différents checkpoints de la course. Donc en fait, ils traiteront chaque type de mission au cas par cas et on pourra les faire en groupe au fur et à mesure qu'ils les adapteront. Pour l'instant, beaucoup de missions sont réalisées grâce à une génération procédurale, mais ils prévoient toujours de faire des missions totalement fait main avec des arcs scénaristiques et des quêtes secondaires qui influeront sur l'arc principal. Et ça sera des missions qui seront surtout liées à des PNJ ou à des entreprises bien précises et qui auront de grosses conséquences sur la réputation qu'on aura vis-à-vis d'eux. Il est toujours question qu'il y ait des missions dans des cavernes.
Ces missions consisteront à les explorer, y exploiter certaines ressources, éliminer les PNJ qui s'y trouveront, y retrouver des gens ou des objets, et on y croisera peut-être des ermites ou des archéologues qui nous donneront des missions. Mais les premières missions qu'on aura seront sûrement plutôt axées sur les affrontements. Ils aimeraient faire des missions avec seulement des véhicules, mais c'est difficile pour eux de trouver des façons légitimes de forcer les joueurs à utiliser des véhicules plutôt que des vaisseaux. Pour ce qui est de payer ces amendes, il sera possible de les payer à distance, sans se rendre à un terminal en particulier, mais ils ont parlé de la possibilité de se servir de ces terminaux pour permettre le piratage de la base de données des infractions et les supprimer. Et en cas de non-paiement de vos amendes sur une longue durée, ça finira par alourdir votre casier judiciaire et ça vous fera encourir des poursuites par les forces de l'ordre ou des chasseurs de primes. Pour les futures missions, ils ont surtout hâte d'avoir les mécaniques de combat au corps à corps et les inventaires physiques. Mais surtout, ils ont hâte d'avoir accès à une technologie développée par l'équipe en charge de l'interface graphique et qu'ils appellent les Building Blocks. Si j'ai bien compris, ça leur permettra d'améliorer les interactions avec les écrans et permettre d'avoir des choses un peu plus sophistiquées comme des procédés de piratage plus complexes. On devrait en avoir une démonstration dans un épisode d'Inside Star Citizen d'ici quelques semaines. D'ailleurs, sur le piratage, ils ont quelques idées. Ils aimeraient que ce soit facile à appréhender mais difficile à maîtriser. Ils aimeraient que ce soit une mécanique de jeu qu'on pourrait éviter pour ceux que ça intéresserait pas, en utilisant par exemple des puces de piratage préfabriquées, et par contre dans le cadre de missions ou de piratage de choses beaucoup plus sensibles, là on serait obligé de se prendre un peu plus la tête ou de faire appel à quelqu'un qui saurait comment faire, comme par exemple pour pirater des défenses antiaériennes au sol avant un assaut. Ils aimeraient pouvoir créer des missions avec des récompenses alternatives comme de la réputation, des objets, des vêtements, des armes, mais il leur manque encore pas mal de technologies nécessaires pour ça. Les missions à embranchements multiples sont toujours prévues, comme les missions créées par les joueurs, mais il leur manque encore pas mal d'interfaces pour qu'on puisse gérer les modalités de ces missions. Ils veulent toujours faire des missions dans des épaves, mais les épaves au sol demandent apparemment du travail supplémentaire aux artistes. Donc avoir une épave de Starfarer pour une mission en FPS à l'intérieur se fait pas comme ça. Et pour finir, ils savent que beaucoup de missions ont des problèmes, mais ils mettent ça sur le dos des mécaniques de jeu qui bug et qui sont utilisées au cours de ces missions. Sympa pour les collègues. Samedi, CIG a mis à jour les roadmaps de Star Citizen et Squadron 42. Concernant la mise à jour 3.6 de Star Citizen, qui est disponible depuis 2 semaines, la location de vaisseaux et le 890 Jump ne sont toujours pas finis, et sont toujours sur la roadmap en 3.6. Au lieu d'être décalés proprement en 3.7, ce qui serait justifié vu que c'était l'idée de départ du rythme de sortie trimestriel, et vu qu'on est déjà début août, plus d'un mois après le début du trimestre. La mise à jour 3.5 est sortie avec 2 semaines et demie de retard, la 3.5.1 est sortie début juin avec les refontes du 300i, la 3.6 est sortie avec 3 semaines de retard, et à tous les coups on aura un patch 3.6.2 avec le 890 Jump et la location de vaisseaux d'ici la fin du mois d'août ou début septembre. A mon avis, ce rythme de sortie trimestrielle, c'est une très bonne idée, mais en pratique, CIG va l'appliquer un peu à l'arrache. Les sorties majeures seront toujours retardées à cause des imprévus et seront toujours suivies de mises à jour d'appoint 4 à 6 semaines plus tard, pour livrer les fonctionnalités qui étaient trop conséquentes pour être faites en seulement 3 mois, ou alors la fonctionnalité de trop qui n'a pas pu être finie parce qu'il y avait trop de travail sur les autres. Sur la 3.7, il y a de bons progrès uniquement sur la refonte des variantes du Vanguard, et à 2 mois de la sortie théorique de la mise à jour, aucune des mécaniques de gameplay a progressé. Et vu que sur Squadron 42, les progrès sont à peu près aussi minimes, je pense que chez CIG, c'est les vacances et qu'il faut pas s'attendre à avoir beaucoup plus de progrès avant le début du mois de septembre. C'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous dis à dimanche prochain et d'ici là, portez-vous bien, citoyens.